cas, je suis nigérien de nationalité et j'ai étudié le droit jusqu'au Master 2, sauf que je n'ai pas vocation à exercer le droit comme profession. Je ne voulais pas contrarier mon père qui voyait en moi un juriste. J'ai écrit au moins 30 livres et ceux que j'ai pu publier sont au nombre de 17. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique, on peut dire que être écrivain, ça nourrit son homme? Est-ce qu'on peut vivre du métier d'écrivain? À la vie, à la mort, que chacun fasse de son travail ce qu'il aimerait que son travail fasse de lui. On ne parle pas d'écriture ici. On parle de la manière dont un homme fait son travail. Même si vous partez dans la plus petite localité du Mali ou du Niger, quand vous allez trouver une agence de banque, cette agence elle est très propre, avec un branding de haut niveau. Et les banques, ce sont des institutions qui sont très classe, très chic. Mais ce ne sont pas les banques qui sont ainsi. Ce sont les banquiers qui ont rendu les banques ainsi. On a vraiment un problème de définition de ce qu'est la richesse. Il n'y a aucune entreprise au village. Mais malgré qu'il n'y a aucune entreprise, il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas un mois au village, je vois mes cousins de 7 ans qui peuvent amener jusqu'à 30 chameaux en brousse, les faire paître et les ramener à 18 heures. Au village, un enfant de 10 ans, c'est quelqu'un d'utile, il résout des solutions, on compte sur lui. À 19 ans, 20 ans, il est chef de famille. Exactement. Mais il n'y a pas d'entreprise au village. Success School est encore ouvert, les gens peuvent encore vous rejoindre là. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelles sont les conditions? Et également, lors de cette conférence-là, quelles sont les conditions ici également au Mali? Très heureux aujourd'hui d'être avec mon ami Alabibou Hamidou, l'auteur de La puissance mentale, un livre de développement personnel qui parle de personnalité, d'espoir, de succès, de richesse et de savoir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, de comment est-ce qu'il a démarré, des difficultés qu'il a reçues dans son parcours pour devenir auteur avec plus de 17 livres aujourd'hui à son actif. Il vise les 100 livres dans son programme-là. C'est un auteur aujourd'hui confirmé, grand conférencier qui a voyagé un peu partout dans le monde, faire des conférences, rencontrer des personnalités. Donc, il va nous décrypter comment est-ce qu'il a pu en arriver là. C'est également un collaborateur du coach Simon Ouedraogo. Il a aidé à écrire son premier livre. Et aujourd'hui, il va nous donner le secret de la richesse à travers les livres. Comment est-ce qu'on peut réussir rien qu'en écrivant des livres. Donc, suivez avec nous ce podcast-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et vous n'allez surtout pas le regretter. Je suis coach Moussa Hubert Wologem et c'est parti. Mon frère Alabibou, je vais ensemble, on va essayer de faire un petit jeu pour mieux te connaître. Donc, ce sera des petites questions. Tu devras réfléchir pas plus de 3 secondes et me donner la réponse. Je te ferai des questions avec 2 choix et tu me diras automatiquement quelle est la réponse pour laquelle tu penches. On commence par la vie professionnelle. D'accord. Tu es productif le matin ou le soir? Le soir. Le soir. Sport intense ou marche tranquille? Marche tranquille. Lecture d'un roman ou documentaire inspirant? Les deux. Vacances à la plage ou escapade en montagne? À la plage. Petit cercle d'amis fidèles ou grand réseau social? Petit cercle. Cuisine maison ou restaurant gastronomique? Restaurant gastronomique. Téléphone éteint le soir ou toujours disponible? Toujours disponible. On va aller dans la vie professionnelle. Investisseur prudent ou préfère prendre des risques calculés? Les deux. Travailler en équipe ou indépendance totale? En équipe. Innovation permanente ou amélioration continue? Innovation. Focus sur le marché local ou vision internationale? Internationale. Recruter des juniors motivés ou des experts chevronnés? Les juniors motivés. Croissance rapide ou développement progressif? Développement progressif. Décision basée sur des données ou bien intuition du leader? Ça dépend, les deux. Ça dépend des situations, des circonstances. Ok, on va aller maintenant dans le mix de la vie personnelle, professionnelle, ainsi de suite. La priorité famille ou priorité business? Famille. Quand les deux s'opposent? Quand les deux s'opposent, ça dépend de comment ils s'opposent. Quand ils s'opposent, tu as besoin, il y a une priorité familiale, une priorité business. Tu choisis lesquelles? Oui, mais c'est toujours l'un qui bouscule l'autre. Ici, on n'est pas là dans les explications. Tu choisis lesquelles? La famille, je préfère La famille. Réunion tôt le matin ou tôt le soir? Ou tard le soir? Tôt le matin. Ok. Équilibre parfait ou passionné avant tout? C'est la passion qui t'emporte ou c'est l'équilibre que tu recherches?
L'équilibre. L'équilibre. Le bureau au centre-ville ou le travail à distance? Centre-ville. Centre-ville. Un seul grand projet ou plusieurs petits projets? Un seul grand. Un seul grand projet. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Donc, nous sommes avec mon frère Alabibou Amidou, qui nous vient du Niger. Un grand écrivain. Retenez ce chiffre, 100 livres. 100 livres. C'est son objectif. C'est ce qu'il souhaiterait réaliser pour le petit temps qu'il a passé sur cette planète Terre-là, dans ce monde-là. Donc, je le reçois, il nous vient du Niger pour une grande conférence, je vais dire, une dédicace de son livre, La puissance mentale. Donc, mon frère, qui est Alabibou Amidou? Dis-nous des choses que nous ne savons pas sur toi à travers les réseaux sociaux. Ok. Nous voulons le découvrir. Merci pour la question. Alors, d'abord, je suis nigérien parce que je sois au Niger ou pas, beaucoup de personnes disent que je ne suis pas nigérien. Soit que je ressemble à un Camerounais ou un Burkinabé. Moi, je trouve que tu ressembles à un Africain. En tout cas, je suis nigérien de nationalité et j'ai étudié le droit jusqu'au Master 2. Sauf que je n'ai pas vocation à exercer le droit comme profession. Okay. Et ça, depuis très longtemps, je le sentais. Sauf que je ne voulais pas contrarier mon père, qui voyait en moi un juriste. Et donc, j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à mon père. Et je lui ai apporté les meilleurs résultats jusqu'au bout de mon cursus universitaire. Et donc, juste après le Master 2, il était question que je parte faire une thèse en Europe. Et j'ai demandé à mon père poliment l'autorisation d'aller suivre mon chemin, qui est un chemin dans l'entrepreneuriat. Il s'est inquiété, mais il m'a donné sa bénédiction. Et après 2019, j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat en mode pro, parce que j'ai commencé à le faire en mode informel depuis la classe de licence en 2015. Okay. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas de moi sur les réseaux sociaux. Okay. Et aussi le fait que l'écriture, pour moi, c'est un métier de prestige. Et que dans un pays, dans une société, les auteurs doivent être les personnes qu'il faut respecter, qu'il faut anoblir, qu'il faut valoriser, parce que c'est eux qui peuvent voir des choses que le commun des hommes ne voit pas. Exactement. Oui, vas-y. Mais pour l'instant, en Afrique, c'est ce rôle des écrivains, ou bien cette importance n'est pas encore reconnue. Et ça ne peut pas venir des autres, ça doit venir des auteurs eux-mêmes. Exactement. Donc, on ne peut pas attendre que quelqu'un nous accorde une valeur qu'on ne s'accorde pas. Ok, maintenant, dans ton parcours, tu nous as dit qu'il y a un moment où papa voulait que tu empruntes un chemin et toi, tu voulais emprunter un autre chemin. Donc, au début, pour lui faire plaisir, tu as suivi son chemin, mais après, tu lui as gracieusement demandé de te laisser suivre ton chemin. Aujourd'hui, on assiste au fait que beaucoup d'enfants traversent cette situation-là, où ils ont quelque chose qui les plaît, quelque chose qu'ils ont envie de faire, mais les parents ont tracé un autre chemin pour eux. Quel est le conseil ou quel est toi ton avis par rapport à un jeune qui se trouve dans cette situation-là? Est-ce qu'il doit défier son père ou bien il doit suivre sagement le chemin que son papa a tracé pour lui, même si cela ne lui plaît pas? Ok. Alors, défier le père, ce n'est pas forcément la bonne formule. Et suivre le chemin qu'il veut, il peut le faire dans un premier temps sans informer son père. Il doit mentir à son papa, alors? Pas mentir à son papa, mais je vois que les jeunes, ils font beaucoup de choses sans informer leurs parents. Ils partent faire le show, ils font des kermesses sans demander aux parents l'autorisation. Donc, si c'est pour entreprendre ou quoi que ce soit, un jeune peut essayer de mener des initiatives en secret. Et quand il aura des résultats, il peut offrir à son papa ou à sa maman des cadeaux, des montres, des portables. Lui présenter le résultat. Et lui dire que voilà, j'ai essayé de faire ça et ça me plaît bien. J'aimerais bien que vous me donnez vos bénédictions. Dans tous les cas, il ne dit pas ouvertement qu'il laisse les études pour aller faire ça. Exactement. Donc souvent, c'est la manière que les gens n'ont pas pour que les parents les accompagnent. Exactement. Et je confirme ce que tu viens de dire, effectivement. Et lorsque les parents ne comprennent pas ce que vous faites, vous pouvez le faire à côté tout en faisant ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qui peut convaincre un parent, c'est vraiment le résultat. Exactement. Lorsqu'ils verront le résultat de ce que vous êtes en train de faire, ils vont vous accompagner. Parce qu'ils veulent votre bien, mais souvent, ils pensent que la méthode qu'ils ont tracée, c'est cette méthode-là qui va vous permettre de réussir. Tout à fait. Donc, revenons vraiment aujourd'hui à ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es déjà à 16 livres. 17 parutions. 17 parutions Plus de déjà. 30 livres. Les livres que j'ai écrits,
c'est plus de 30 livres. Waouh. Maintenant, écrire un livre, c'est différent de le publier. Exactement. Publier un livre, ça coûte très cher. Moi, les éditions de chacun de mes livres me coûtent au moins 1,5 million. Waouh. Au moins 5,5 millions pour éditer un livre et puis l'imprimer. Donc, j'ai écrit au moins 30 livres Ok. et ceux que j'ai pu publier sont au nombre de 17. 17 livres. Donc, aujourd'hui, on peut quasiment te considérer comme un écrivain parce que c'est devenu un boulot, je vais dire, à temps plein. Ouais. Pour toi, tu écris, tu accompagnes d'autres personnes, tu vends, ainsi de suite. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui en Afrique, on peut dire que être écrivain, ça nourrit son homme? Est-ce qu'on peut vivre du métier d'écrivain? Ok. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de dire que les Africains ne lisent pas. On nous a longtemps répété cela. Mais j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui, en 2025, où est-ce que nous en sommes avec le métier d'écrivain? Est-ce que tu conseilles à un jeune de devenir écrivain? Et toi-même, personnellement, comment tu t'en sors? Ok, merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que à la vie, à la mort, que chacun fasse de son travail ce qu'il aimerait que son travail fasse de lui. Il y a pas, on ne parle pas d'écriture ici. On parle de la manière dont un homme fait son travail. Okay. Même si vous partez dans la plus petite localité du Mali ou du Niger, quand vous allez trouver une agence de banque, cette agence, elle est très propre, avec un branding de haut niveau. Et les banques, ce sont des institutions qui sont très classe, très chic. Mais ce ne sont pas les banques qui sont ainsi. Ce sont les banquiers qui ont rendu les banques ainsi. Exactement. Donc, ne parlons pas d'écriture. Parlons de n'importe quel métier que l'homme voudra faire. S'il enrichit le métier va lui ramener cette richesse en retour. Moi, mes enseignants d'université, ils m'ont dit, parce que j'ai été plusieurs fois major de promotion, ils m'ont dit, mais toi, concentre-toi sur le droit. Tu feras un bon avocat ou un bon docteur ou un bon juge et tout ça. L'écriture là que tu es en train de suivre, nous-mêmes, tes enseignants, on n'est pas devenus riches dans l'écriture. Et j'ai compris que c'est leur manière de faire l'écriture. Oui. Peut-être que je ne dois pas répéter leur manière de faire. Exactement. Les erreurs qu'ils ont fait, c'est tellement... Très bien. Et du coup, moi, par exemple, si on me demande comment je m'en sors, je vends mes livres uniquement pendant les dédicaces. Et une dédicace, ça peut me rapporter jusqu'à 10 millions. Wow. Et je peux préparer une dédicace sur 6 mois, sur 1 an. Et je peux louer une salle de 2 millions pour une dédicace. Au Niger, j'ai fait des dédicaces à Mahatma Gandhi où il fallait payer des tickets d'entrée qui coûtaient jusqu'à 25 000. Donc, même si à 25 000, on a 500 participants, on est au-delà de 10 millions. Exactement. Donc, je crois que ce sont les écrivains qui doivent trouver une manière de faire vendre leurs livres. Ils doivent trouver la manière par laquelle les livres vont les enrichir. Et que ce soit de l'écriture, de la musique, du football, que ce soit vendre du sable ou du ciment, c'est plus la manière de le faire que l'activité en elle-même qui compte. Wow, très intéressant. Et je rappelle que ce samedi, nous serons à l'Hôtel de l'Amitié pour la grande dédicace, la méga dédicace de la puissance mentale à partir de 9h à l'Hôtel de l'Amitié. Les tickets sont déjà disponibles. Ouais. Et vous pouvez les retrouver également sur place. Mais je conseille à toutes les personnes qui veulent venir à cette méga dédicace-là de prendre en avance leur ticket et vous n'allez vraiment pas le regretter. Il nous vient du Niger. Ce n'est pas tous les jours que vous l'avez ici et il va vous partager beaucoup d'expériences. Vous pourrez être en contact avec lui. C'est aussi du réseautage. Ouais. Donc, revenons à un point sensible dont tu as parlé, l'argent. Ouais. Tu as parlé de 10 millions. Quand on sur une dédicace. Sur une dédicace. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut déjà te classer parmi les multimillionnaires, les jeunes multimillionnaires du Niger. Donc, j'aimerais savoir, c'est vrai, en une dédicace, tu peux gagner autant d'argent, mais est-ce que pour quelqu'un qui écrit, est-ce que mensuellement, vous avez des rentrées? Comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui veut vivre de ça? Parce que tout le monde ne va pas forcément vendre des livres uniquement en attendant des dédicaces. Est-ce que vous vendez au quotidien? Est-ce que par mois, ça peut payer? Ça peut faire des rentrées, vous faire gagner de l'argent? On veut comprendre un peu la méthodologie. Parce que comme vous avez dit, le problème, c'est la vente. Ou la manière. Ou la manière de vendre. La manière de faire son activité. Exactement. OK. Alors, déjà, comme je vous ai dit, le fait que mes livres ne soient vendus que pendant les dédicaces, ça en fait des livres qu'il faut chercher à acheter sur commande. Et la plupart du temps, on a beaucoup de commandes
avant de lancer une impression. C'est-à-dire que Exactement. souvent, les gens appellent pour dire, OK, nous, on veut tel livre. On leur dit, tel livre, il nous faut avoir tel nombre de commandes pour le reproduire. Ils disent, il n'y a pas de problème, on envoie l'argent, on attend. Ok. Et j'ai compris que les gens sont prêts à attendre des mois pour qu'un livre soit imprimé et livré. Exactement. Donc, on a les commandes qui fusent de partout et tous les jours. À part ça, moi, j'enseigne l'écriture. Il y a des personnes qui veulent écrire, qui ont des histoires Exactement. et qui veulent eux-mêmes pratiquer l'écriture. Je vois. Donc, j'ai des formations en écriture que je dispense qui coûtent au moins $2000 Wow. et que des gens payent, des gens viennent me payer pour suivre ces formations. Exactement. Au-delà de cela, il y a des personnes qui me confient l'écriture de leurs livres. Ok. Donc, des personnes payent pour que j'écrive leurs livres et que je les assiste pour que le livre soit édité, que le livre soit publié. Et tout cela, ce sont des services qu'on facture. Ok. Avant de rentrer plus en profondeur dans le livre, là, j'aurais appris que tu n'es pas marié. Pour le Donc, moment, pour le moment, non. Est-ce que tu as prévu de consolider les liens de l'AES en choisissant voilà, une Malienne ou une Burkinabé. Ou une Burkina. Bon, comme ou actuellement, tu es au Mali actuellement. Donc, je pense que le mieux, c'est de commencer par le Mali. Par le Mali. Et puis, tu es un musulman, je sais. Donc, le champ est ouvert, polygame. Oui. Voilà. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Bon, le mariage, je crois que c'est une institution, c'est une étape de la vie, c'est un cycle de la vie. Okay. Normalement, qu'on devrait traverser entre 18 ans et 20 ans. Moi, je crois que c'est un cycle normal de la vie qu'il faut traverser pour les filles entre 16 et 18 ans. Pourquoi 16 et 18 ans? C'est ce que je pense, vous avez demandé mon avis. Et pour les hommes, entre 20 et 22 ans. C'est ça que je veux comprendre, parce que pour toi, on doit se marier très vite. Très tôt. Oui. Explique-nous ce concept-là. Pourquoi? Alors, je prends un exemple. J'expliquais hier à certains membres de l'équipe d'organisation qu'il y a des choses de la vie qu'on veut à certains moments de la vie. Et que si on arrive à les avoir pendant qu'on les veut, on passe à autre chose. Par exemple, un candidat qui cherche le bac la première fois, il ne va jamais aimer le bac plus que cette première fois qu'il le cherche. Et s'il arrive à obtenir ce bac, c'est mieux pour lui que d'être là à le chercher la deuxième, la troisième, la quatrième fois, où il va développer des anomalies par rapport à ce bac-là. Donc, la puberté, ça commence à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans en allant. Et un homme pubère, c'est un homme qui commence à sentir, à éprouver le besoin d'avoir une compagne. Donc, si les personnes peuvent entrer dans le cycle du mariage, entre 20 et 22 ans pour les garçons, et entre 18 et entre 16 et 18 ans pour les filles, là, ce sera un monde des merveilles à découvrir. Mais s'il faut laisser les personnes traverser la déception du chômage, la frustration de la galère, les multiples coups bas de la société, s'il faut d'abord blesser les personnes avant que le cycle du mariage leur soit ouvert, on a des blessés de guerre qui ne sont plus impressionnés par le mariage, sans compter toutes les déceptions amoureuses qu'ils accumulent. Et donc, moi, je crois que le mariage, et c'est ça ma définition, ça nous permet de trouver notre équilibre. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas marié, je considère qu'il marche comme avec une seule béquille. Et on sait que quand on marche avec les béquilles, il faut les deux. Sinon, s'il faut marcher en ayant un handicap et qu'on a une seule béquille, il y aura un problème. Donc, je crois que le mariage, ça donne à l'homme son équilibre et que sans ce mariage, il y a forcément un déséquilibre dans la vie de l'homme. Okay. Pour mon cas, je peux dire que ce sont les vicissitudes de la vie, la succession incohérente de certains événements, de certains facteurs. Sinon, j'aurais voulu me marier depuis la classe de deuxième année. Et j'ai vraiment voulu le faire en deuxième année, mais pour des raisons de société... C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Après, j'ai encore essayé par plusieurs reprises, mais je crois que ça finira par marcher. Non, ça va marcher. Au Mali, ici, on va s'en assurer. Okay. Le samedi, donc, mesdames, vous voyez, préparez-vous, on ne sait jamais. Voilà, durant la méga conférence... des révélations peuvent être faites. Voilà, des révélations peuvent être faites. Une dédicace spéciale peut se retrouver avec un contact. Comme l'habitude de dire le coach Simon, il dit qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master. Si. Donc, peut-être ce jour-là. Donc,
Au-delà de ça aussi, tu as eu une vie aussi, on va dire, qui ne t'est pas prédestinée à devenir un grand écrivain comme ça aujourd'hui. Parce que, comme tu l'expliques dans ta biographie, tu n'étais pas un élève très brillant durant l'enfance, Ouais, jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau, pour que le déclic arrive. ouais. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui a été ce déclic-là pour que tout d'un coup, tu commences à mieux voir les choses. Mhm. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses aussi du système classique de l'école? OK. Merci beaucoup pour cette question. Parce que d'abord, alors je vais t'interrompre. Mhm. Est-ce qu'en réalité, c'est parce que tu n'étais pas brillant à l'école ou c'est parce que tu n'étais pas brillant tout court ou c'est l'école qui te jugeait mal? OK. Voilà, donc en fait, je veux comprendre ta perception du système éducatif Très bien. actuel. Et là, je vais profiter, passer un message aux parents d'élèves, aux éducateurs, aux promoteurs d'école. Il y a un philosophe français qu'on appelle Ernest Renan. Et j'ai découvert la citation d'Ernest Renan quand j'étais en classe de seconde. La citation dit ceci en substance. Le plus important en matière d'éducation, ce n'est pas la discipline enseignée, c'est l'éveil de la personne qu'on enseigne. Et moi, quand j'ai lu ça en classe de seconde, l'effet que ça m'a fait, l'énergie qui a traversé mon esprit, j'ai dit waouh. Reprends, s'il te plaît. Le plus important en matière d'éducation, ce n'est pas la discipline qu'on enseigne, mais l'éveil de celui à qui on veut l'enseigner. OK. Donc, ça montre que l'accent devrait plutôt être mis à éveiller l'esprit des élèves plutôt que de mettre l'accent sur les cours et les matières qu'on leur enseigne. Exactement. Et pour mon cas, mon père, il m'a payé les écoles les plus chères de n'importe où on s'est trouvé. Parce qu'il est fonctionnaire, il est douanier. OK. On nous affecte dans différentes villes du Niger. Et partout où on vient, il demande quelle est la meilleure école. Côté coût, côté organisation. Et donc, je vois mon père qui me payait les meilleures écoles. Je vois les meilleurs enseignants qui venaient et qui transmettaient les cours. Mais l'élève que j'étais n'était pas un élève compris. J'étais un élève incompris parce qu'on estimait qu'on ne peut pas me payer autant d'argent et que je ne puisse pas prendre les cours. Et si je n'étais pas éveillé? C'est ça la question. Ça. Donc, moi, je crois que ce qui m'a bloqué... Tu étais endormi? On appelle ça de l'engourdissement mental. OK. Le contraire de l'éveil intellectuel, c'est l'engourdissement mental. OK. Donc, j'étais mentalement engourdi du CI jusqu'en classe de seconde. Et je commence à être premier de classe en classe de terminale. Qu'est-ce qui déclenche ça? En 2009, mon père recevait comme cadeau un ordinateur flambant neuf venu des États-Unis. Et il m'a offert son ordinateur, l'ancien qu'il avait. Et dans l'ancien ordinateur, il y a une encyclopédie qu'on appelle Encarta. Et moi, j'aimais les dessins animés. Toute mon enfance, je l'ai passé à suivre des dessins animés. Et l'ordinateur, c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilisais surtout pour écouter du rap américain. Mais quand je n'écoutais pas du rap, je rentrais dans l'encyclopédie Encarta. Et je voyais l'école en format dessin animé. Toutes ces choses que j'avais du mal à comprendre en classe, à coups de fouet et de menaces, dans l'encyclopédie Encarta, c'était comme un dessin animé qui m'enchantait. Et voilà que je trouve du plaisir à lire et que je lisais. J'ai tellement lu Encarta que sans m'en rendre compte, mon esprit était éveillé. Et quand je viens à l'école, tout ce qu'on essaie de m'apprendre, ça allait de soi. C'est comme si tu les connaissais déjà. Oui, ça allait de soi. Je me disais, mais ça c'est normal, ça devrait être comme ça. Et c'est comme ça que d'un presque raté à l'école, je me retrouve maintenant en pole position. À chaque fois qu'on fait les examens, et je n'avais plus de difficulté à apprendre, comme c'était le cas dans le passé. Et la différence, c'est quoi? C'est juste l'éveil de mon esprit. Et un esprit éveillé. Encarta a éveillé ton esprit. Encarta. Et je dis tout le temps, c'est pas l'école qui m'a sauvé, c'est une encyclopédie. Et voilà pourquoi... C'est papa qui t'a sauvé avec son ordinateur. Avec son ordinateur. Vous voyez, et tout ça, ça me fait peur. Oui. Et quand je vois tout ce que des parents investissent dans l'école et que l'école n'a pas d'offre, n'a pas de proposition pour éveiller un élève indépendamment d'un contenu académique. Exactement. Et pour te rejoindre, je pense que dans la même lignée, aujourd'hui, est-ce que les écoles, comme tu as dit, les professeurs ne doivent pas mixer les méthodologies d'enseignement de telle sorte qu'un enfant... Il y a des enfants qui ont la capacité d'écouter un professeur
et comprendre les mots Si. de façon abstraite. Comme Oui. Mais il y en a qui ont besoin de voir. Exactement. Tu vois, ils ont besoin de voir. Il y en a qui ont besoin de faire. D'autres ont besoin de toucher. De faire pour comprendre, Si. vois. Et chez nous, dans le domaine de la formation, on parle des visuels, ceux qui ont la compréhension visuelle, ceux qui ont la compréhension auditive et ceux qui sont les kinésistes. Ouais. Les kinésistes doivent toucher pour comprendre. Ils doivent faire. Expérimenter, exactement. Ouais, les visuels ont juste besoin de voir et les auditifs ont juste besoin d'entendre. Imaginez un enseignant qui ne fait que parler, il ne va toucher que les auditifs. Ouais. Les autres, eux, ils veulent voir une image, ils veulent voir... Donc, il faut qu'aujourd'hui, le système éducatif mixe plusieurs méthodes d'enseignement de telle sorte que les enfants puissent vraiment s'en sortir. Voilà. Si. Donc, et ensuite est venu maintenant ton premier livre, ton tout premier livre. Raconte-nous un peu comment est-ce que... Qu'est-ce qui t'a poussé un bon moment de te lever à commencer à dire, bon, je vais écrire un livre? Bon, avant d'écrire un livre, je dirais que moi, parce qu'à l'école, j'ai failli redoubler en classe de CP. C'est-à-dire que j'ai fait juste le CI et en CP, j'allais redoubler. Il a fallu qu'on analyse pour voir que ma classe avait une bonne moyenne et qu'on me fasse passer en classe supérieure avec la moyenne de la classe. Okay. Et donc, tout petit, je voyais déjà certaines anomalies dans le cadre scolaire ou dans la société. Et quand j'ai pu avoir la capacité d'écrire, moi, j'avais des cahiers, parmi mes cahiers d'école, il y avait des cahiers dans lesquels j'écrivais que tel problème pouvait être traité de telle manière. Okay. Donc, j'étais comme dans une sorte d'impuissance parce que je pouvais parler de ces problèmes à personne. Exactement. Ni aux enseignants, ni aux parents. On me demanderait qui je suis pour vouloir traiter de ces problèmes-là. Exactement. Et donc, moi et l'écriture, ça a commencé avec le besoin d'exprimer certains problèmes de société que je voyais et de leur proposer les solutions que je pense leur être appropriées. Voilà pourquoi un auteur dit que les inspirations ont des sources douloureuses. La plupart du temps, c'est une douleur qui nous inspire à écrire. Donc, c'est de là que c'est parti. Et je crois que j'ai rempli des centaines de 300 pages entre mon collège et mon lycée. Alors, je viens au lycée et je tombe amoureux d'une fille pour la première fois. Et cette fille me dit qu'elle est déjà en couple avec un copain et tout. Donc, j'ai déployé toutes mes stratégies de séduction massive qui n'ont pas abouti. Et j'ai décidé d'écrire un livre en l'honneur de cette fille et de le lui offrir. Et c'est là que je prends mon ordinateur et que je mets à écrire. Et que j'écris un livre de 60 pages en une semaine. Je dis, waouh, j'ai pu écrire un livre. Alors, en tout cas, j'ai offert le livre à la fille. Et le livre a eu son effet. Et je remercie cette fille, même si elle est mariée aujourd'hui. Je la remercie parce que grâce à elle, j'ai pu saisir entièrement à la machine. Avant de faire ce livre, j'écrivais des articles. Je pouvais écrire un article de 1-2 pages. Je l'imprimais, mes amis le prenaient pour lire. Mais écrire un livre en entier, et puis en une semaine, ça a été... C'était un livre d'amour? C'était un livre d'échecs en amour, surtout. Donc, c'était ça. Et après, j'ai pu écrire d'autres livres. Et ça s'est produit en 2010. Et immédiatement, j'avais ressenti le besoin de me faire publier. Mais pas ce livre-là. Exactement. Parce que la fille, elle tient à sa confidentialité. Et même moi, je ne voudrais pas que l'humanité lise mes déboires en amour. Donc, je voulais publier des agents inconnus, anonymes. Si, j'aurais pu faire ça. Mais bon, ce livre-là n'est pas dédié à être publié quand même. Donc, j'ai écrit d'autres livres et j'ai essayé par toutes les manières possibles de publier un livre. Mais je devrais attendre 8 ans. Donc, de 2010, il a fallu en 2018 pour que je puisse accéder à l'arène des auteurs. Et mon premier livre qui a été publié, c'est Puissance mentale, justement. Waouh! Ouais. Ce bijou que nous avons là. Oui. Puissance mentale. Et dans Puissance mentale, ça parle de beaucoup de choses. Hein. Ça parle de la puissance, de la mentalité, de personnalité, de succès, de richesse, d'espoir, de savoir. Oui. Il y a un élément qui nous intéresse beaucoup, la richesse. Aujourd'hui, le monde tend beaucoup plus vers l'argent. Oui. Tout le monde se bat pour gagner de l'argent. Voilà. D'un côté, nous avons les pauvres, nous avons ceux qui se débrouillent et ceux qui sont riches. Pour toi, est-ce qu'il est possible de passer de la pauvreté à la richesse? Et quel est le chemin que l'on doit emprunter pour pouvoir y arriver? Très bien. Les définitions. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont pauvres parce qu'ils s'accoutument
ou parce qu'ils obéissent aux définitions d'autres personnes. Ok, On a vraiment un problème de définition de ce qu'est la richesse. Et rien qu'hier, je faisais une comparaison avec des étudiants. Je leur disais, regardez au village, il n'y a aucune entreprise au village. ok. Mais malgré qu'il n'y a aucune entreprise, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas un mois au village, je vois mes cousins de 7 ans qui peuvent amener jusqu'à 30 chameaux en brousse, les faire paître et les ramener à 18 heures. Au village, un enfant de 10 ans, c'est quelqu'un d'utile, il résout des solutions, on compte sur lui. À 19 ans, 20 ans, il est chef de famille. Exactement. Mais il n'y a pas d'entreprise au village. Mais en ville, malgré les centaines de milliers d'entreprises qu'il y a, regardez le taux de chômage, regardez le nombre de chômeurs. Parce que la définition du travail qu'on nous a donné, qui veut qu'on soit sous la coupe de quelqu'un, qui nous paye un salaire le 25 du mois, à qui on doit rendre des comptes, c'est une définition qui est insuffisante pour tous nous mettre au travail. Je vois. Et donc, la définition de la richesse produite par les banques en corrélation avec leurs billets ne sont pas suffisantes pour nous rendre tous riches. Si c'était possible, la quantité d'argent qu'il y a au Mali rendrait tous les Maliens multimillionnaires. Ok. Mais la définition qu'il y a derrière ces billets ne sont pas propres à ce que les Maliens soient tous millionnaires en billets. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit créer de nouvelles définitions de la richesse, soit retourner aux anciennes définitions de la richesse. Et c'est quoi? Le travail. On travaille, on produit ce dont on a besoin et on l'échange entre nous. Au village, les gens qui veulent construire des maisons, ils disent, moi j'ai mon projet de construction de maison et j'invite tout le monde. Mais est-ce que ça c'est encore possible aujourd'hui en 2025 de travailler puis d'échanger des marchandises? Bien sûr, c'est même ce qui se passe au plus haut niveau de l'échelle. Oui, mais moi aujourd'hui je finis de travailler. Ok, toi tu as sorti tes livres, 100 livres. Imagine si chacun doit venir te donner 5 grammes de riz, un sac de riz, d'huile pour prendre tes livres. Tu n'as pas besoin de ça. Alors la manière, c'est pas forcément cela. Ok, je comprends. Mais ça peut être très sophistiqué. Okay. On peut le faire en des étapes. Il y a les étapes de production, il y a les étapes de classification, il y a les étapes de priorisation, qui a besoin de quoi, et ça va fonctionner comme la bourse. La bourse, c'est ça, les gens, ils placent des ordres, des besoins, et on regarde les corrélations, et puis on fait les échanges. Okay. On échange des actifs, et les actifs ne sont pas... On ne peut pas consommer les actifs en eux-mêmes. On va toujours parachuter sur les valeurs. Mais ce n'est pas ces actifs-là qui sont devenus les billets de banque. Même. Exactement. Mais justement parce que ce jeu d'actifs, il faut être intégré dans le système. Okay. Et tout le monde n'est pas apte à intégrer ce système. Okay. Du coup, tant qu'on est hors du système, on nous catalogue de pauvres. Mais pourquoi on ne peut pas apprendre le système alors et l'intégrer? Oui, si les gens sont prêts et d'accord à apprendre, ils peuvent intégrer le système. Okay. Malheureusement, au lieu d'accepter d'apprendre et de comprendre, beaucoup veulent réaliser. Beaucoup veulent l'aboutissement. Okay. Et c'est ça le problème. Donc, c'est le manque de compréhension du système actuel. Exactement. Et de l'argent, de la richesse du système économique qui a été mis en place. Les gens ne comprennent pas. Du coup, ils sont exclus, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Maintenant, est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un jeune qui vient d'une famille pauvre de pouvoir travailler dur, s'en sortir pour gagner cette richesse-là? Parce que beaucoup de personnes, quand les gens réussissaient, qu'ils expliquent les histoires, vous savez, moi j'ai commencé quand j'avais tel... La plupart du temps, les gens disent, oui, bon, ces gens-là, ils sont encore de retour. Ils sont venus nous raconter leurs films. Ils ont dû être pistonnés. Est-ce que toi, tu crois réellement qu'on peut partir de rien pour bâtir quelque chose de big? Je sais que, voilà, toi, tu n'es pas parti de rien parce que tu as eu les meilleures formations. Mais quelqu'un là qui n'a même pas eu la chance d'avoir ces bonnes formations-là, est-ce qu'il a une chance dans ce monde aujourd'hui dans lequel nous sommes? Merci beaucoup. Moi, je dis que la chance dans ce monde, c'est l'apprentissage. Vraiment, le mot « apprendre », c'est le seul mot dans le dictionnaire dont dépendent tous les autres mots. Parce que tous les autres mots doivent être appris. Et donc, une personne qui veut atteindre n'importe quel objectif, si elle accepte de payer le prix de l'apprentissage, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Je donne un exemple à la clé. Il y a un auteur, ou bien un entrepreneur burkinabé actuellement, il s'appelle Patcom Service, je lui fais un big up. On a écrit un livre ensemble. Et dans le livre, il m'a expliqué, c'est justement un livre de son parcours qui va paraître d'ici la fin d'année. Et figurez-vous que lui, il quittait le village pour venir à Ouaga vendre de l'eau.
Il a vendu de l'eau 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il s'est dit, la prochaine fois que je veux revenir à Ouaga, je voudrais avoir un meilleur travail que vendeur de l'eau. Donc, quand il revient maintenant, il part chercher d'autres travaux et il obtient un poste de caissier dans une alimentation. Et là-bas, on lui demandait est-ce qu'il était prêt à apprendre comment gérer les stocks. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Okay. Il n'a pas été à l'école, mais c'est quelqu'un qui avait l'envie, la volonté d'apprendre et de comprendre. Exactement. Donc, de l'alimentation, il est passé à créer, comment on appelle ça, une boutique de vente d'accessoires de téléphone. Okay. De ça, il est passé à vendeur de téléphone. De ça, il est passé à réparateur de téléphone. De ça, il est passé à maçon sur des chantiers. De ça, il est passé au BTP. Aujourd'hui, il a une entreprise dans le BTP qui peut faire 200 millions de chiffres d'affaires par an. Et si vous venez dans son bureau, il est encerclé par plus de 200 livres qu'il ne peut même pas lire parce qu'il n'a pas le niveau de français qu'il veut pour pouvoir les lire. Mais c'est une personne qui vous dit que pendant tout son parcours, il a aimé l'apprentissage. Quand il veut une chose, il veut d'abord comprendre cette chose-là, comment ça fonctionne, comment c'est organisé, comment on peut atteindre tel niveau dans la pratique. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui aiment le résultat et qui n'aiment pas le processus. Exactement. Ils aiment les effets, ils n'aiment pas la cause. C'est ça. Je pense que c'est ça le big deal. Les gens veulent des solutions rapides pour des mots qui ont mis du temps à être même construits. Ouais. Tu vois, tu as une maladie que tu traînes pendant 25 ans. Et on veut que ça finisse en 2 jours. Voilà, et tu veux que quelqu'un soigne ça en 2 jours. Tu ne veux pas passer par le processus d'apprentissage, les échecs, ainsi de suite. Non, je te suis et je te comprends. Et voilà, on espère que ça va pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, quel doit être le rôle d'un leader pour toi? Parce que ton livre aussi parle de leadership, de personnalité. Est-ce que nous sommes tous appelés à devenir des leaders? Quel doit être le rôle d'un leader dans son propre développement et dans le développement de sa communauté? Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas, par exemple, de nos pays africains. On a l'impression de stagner, de ne pas avancer. Et c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans niveau communal, régional, à l'échelle du pays. Qu'est-ce qui manque à nos leaders pour pouvoir impacter, transcender, transformer, changer, pour que l'Afrique puisse réellement briller, selon toi? OK. Qu'est-ce qui doit être fait? Alors, moi, je crois que le rôle du leader en lui-même, ça doit d'abord être un rôle d'élévation. Le leader doit s'élever. Il doit aller aussi loin qu'il a été possible à un homme de s'élever. Un leader qui ne s'est pas élevé à un certain niveau et qui veut venir élever d'autres personnes à tout pour être, comment on appelle le mot encore, un imposteur. OK, je vois. Donc, beaucoup de personnes, moi, si aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment accompli de choses dans l'écriture, je n'allais pas accepter de venir me faire filmer dans un podcast ou dans une émission. Je vois. Mais quand j'ai fait 8 ans en train d'écrire des livres, imaginez un peu la douleur de produire des livres pendant 8 ans et de faire tout son possible pour publier un seul sans y arriver. Wow. Et que quand j'ai accédé maintenant à l'arène des auteurs, quand j'ai commencé à pouvoir publier des livres, j'en ai publié 6 la même année. Vous voyez? Et c'est là que j'ai compris que si je n'avais pas eu tous ces livres en réserve les 8 ans passés, je n'aurais pas pu en produire 6 en une année. Donc, quel que soit le chemin ou le domaine d'intervention du leader, il faut qu'il essaie d'atteindre les sommets les plus élevés dans son art ou dans son domaine ou dans son activité. Je vois. Une question d'excellence impardonnable. Exactement. Un leader qui est médiocre ou qui tâtonne n'a pas à se proclamer ou à se valoir du titre de leader. Ensuite, la communauté qui nous suit, nous ne sommes pas leurs propriétaires. Il y a des leaders qui veulent que les gens les suivent comme si c'était leur enfant, comme si c'était leur propriété. Non, les personnes, ils vous suivent dans votre leadership si vous avez une influence naturelle sur eux. Ils s'alignent naturellement. Je vois. Et cet alignement se fait quand le leader est fidèle à ce qu'il dit, quand il est leader à ce qu'il fait et qu'il incarne en lui la mission pour laquelle il veut que la communauté le suive. Parce qu'il n'est pas question de lui, il est question d'un idéal pour toute sa communauté. Donc je crois que sur ce point, les gens devraient retourner lire John Maxwell, qui est un leader de rang mondial, qui coach même des pays et des organisations. Il est très bien. Il traite beaucoup de leadership et j'ai beaucoup appris de ces différents livres. Le leader, il doit s'élever
dans son art, dans son travail au plus haut point possible et essayer d'amener la communauté de personnes qui sont intéressées par ce qu'il fait à trouver aussi leur chemin. C'est vraiment intéressant. Je recommande également John Maxwell, Ouais. que j'ai beaucoup lu aussi, des livres comme Les 5 niveaux de leadership, Les Oui. 21 lois irréfutables du leadership et d'autres livres que je ne cesse de lire de lui. Ces livres sont extraordinaires. C'est une icône. Et également, j'ai vu que tu as créé aussi également une école. Oui. Voilà, et j'aimerais que tu nous parles de cette école-là et que tu nous dises quels sont, toi, tes objectifs dans les 5 ans à venir. Qu'est-ce que tu te vois construire, bâtir OK. pour la jeunesse nigérienne d'abord et pour toute l'Afrique? Afrique. Alors, mon école, c'est une école de 100 jours. Ça s'appelle The 100 Day School. Okay, Le what is Success that? School. Oui. Okay. Ça s'appelle le Success School, école du succès. Et dans cette école, on ne fait que 100 jours, pas plus. Okay. Et ces 100 jours sont dédiés à l'apprentissage de tout ce qui est stratégie de succès, Okay. acteur de succès, lieu de succès, etc., etc. Exactement. C'est une école de lecture, de voyage et surtout d'apprentissage. À la rentrée, chaque étudiant reçoit 100 livres. 100 livres. 100 livres. Et on Pourquoi dit- 100? Pourquoi le chiffre 100? Parce que j'estime que dans la vie d'une personne qui aspire à construire quelque chose de sérieux, Oui. il faut qu'on retrouve un minimum de 100 livres. Moi, je Ok. crois qu'aujourd'hui, les gens veulent être entrepreneurs, ils veulent être leaders, ils veulent prendre les devants. Et quand on part fouiller dans leur vie, ils n'ont même pas 100 livres. Je ne parle pas de livres lus, je parle de livres qu'ils possèdent. Ok. Parce qu'il faut d'abord en posséder pour lire un jour. Je vois. Donc, à la rentrée, chaque étudiant vient avec une valise et retourne avec sa valise remplie de 100 livres. Des livres. Exactement. L'objectif du cycle de 100 jours est qu'il faut lire au moins 50 livres avant la fin des 100 jours. Et donc, 50 livres. 50 livres. Il faut lire C'est- 5 livres par semaine. C'est comme si tu lisais un livre chaque 2 jours. Exactement. Mais là, est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui C'est ont pu faire possible, ça. mais ils le font. On le fait à chaque cycle. Ça se fait. Et Un livre chaque 2 jours. chaque 2 jours. Et à la fin de la semaine, chaque étudiant fait son bilan de lecture des 5 livres. Et il y a des livres qui ne sont pas volumineux. Il y a des livres qui font juste 40 pages, 50 pages. Ok. Il y a sur les 100 livres environ 27 livres qui n'ont pas jusqu'à 100 pages. Ok. Donc, c'est possible de mixer avec les livres volumineux. Il y a aussi des livres en anglais. Donc, je regarde en 100 jours les étudiants là se transformer sous mes yeux. Parce que l'apprentissage, ça transforme un être humain. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est la méthode la plus rapide pour transformer un être humain. Donc, les 100 livres à suivre, à lire sur le cycle, c'est juste une première exigence. Une deuxième exigence, c'est que pendant le cycle, il faut suivre jusqu'à 200 documentaires. Documentaire vidéo et Vidéo, c'est ici. que vous mettez à la disposition ou vous les envoyez Oui, des liens? ils ont une clé USB qui contient les documentaires. Et Déjà chaque matin- téléchargés ou bien Déjà téléchargé. Déjà téléchargé. Et donc, chaque matinée, C'est des vidéos qu'on retrouve sur le net ou sur bien... YouTube, il y a beaucoup de vidéos qu'on retrouve sur YouTube. Ok. Une chaîne comme la chaîne de Sonic Art. Ok. Donc, chaque matin, il y a une vidéo de découverte, une vidéo de motivation. Donc, il faut découvrir un fait étonnant dans le monde. Ok. Comme, Comme par quoi, exemple, comme par exemple, l'immeuble le plus haut du monde qui n'est pas le Burj Khalifa. Mhm. Vous le connaissez? Qui n'est pas le Burj Qui Khalifa? n'est pas le Burj Non. Khalifa. C'est le Grand Canyon Skywalk. C'est où? C'est aux États-Unis, en Arizona. Ok. Donc, C'est le plus haut ou le deuxième? c'est le plus haut, ça fait plus de 2000 mètres d'altitude. Ok. Et le Burj Khalifa ne fait que 828 mètres d'altitude. Ok. Donc, il y a des documentaires dans lesquels on apprend ce genre de choses, qui déconstruisent certaines vérités qui sont devenues assez communes. Donc, chaque matin, une vidéo de découverte, une vidéo de motivation. Et chaque soir, chaque étudiant fait ce qu'on appelle un daily report. Ok. Il décrit comment sa journée s'est passée en français et en anglais. Et c'est au Success School que vous allez voir quelqu'un qui ne comprenait rien en anglais parler très bien anglais au bout de 100 jours. Parce que les daily reports, le fait de décrire chaque jour une journée différente en anglais pendant 100 jours, Ok. ça fait qu'ils prennent obligatoirement le niveau et qu'ils font leur pitch de fin de cycle en anglais. Ok. Donc, le coach Simon, le donc coach vous avez- Simon Ouedraogo. Ils font tout ça à domicile, virtuellement, ou bien vous avez un espace? Si, il y a le local, il y a le siège de Success School au Niger, Ok. où ils viennent pour faire les cours
Et le reste du temps, ils sont chez eux ou bien ils sont à leur lieu de travail. Surtout beaucoup, la plupart sont des travailleurs, des entrepreneurs. Et à la fin du cycle, on fait ce qu'on appelle un business travel. Parce que j'estime qu'apprendre toutes ces merveilles à des personnes, sans les amener vivre ça, c'est courir le risque qu'ils oublient. Exactement. Donc, à la fin des 100 jours, tous les étudiants du cycle, on prend l'avion, on part. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je ne sais pas moi. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont en train de se préparer. Il y en a qui se sont préparés pendant 1 an et demi, 2 ans et demi, et finalement, ils y sont parvenus. Ok. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens, je leur donne les conseils de se préparer. Et on a des programmes aussi qui sont moins coûteux que le cycle de 100 jours auquel ils viennent et qu'ils participent. Success School est encore ouvert, les gens peuvent encore vous rejoindre là. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelles sont les conditions et également lors de cette conférence-là, quelles sont les conditions ici également au Mali? OK. Alors, le Success School, c'est, comme je l'ai dit, une école de 100 jours qui coûte juste 2,5 millions. Wow. Et il faut être... Payé par tranche ou bien en une seule fois, payable? Bon, ça dépend de la capacité de la personne. Ok. Mais le minimum de l'inscription, ça fait au moins $1,000. Ok. Et le reste se paye sur le cycle. Ok. Donc, il faut être une personne qui soit tenace dans l'apprentissage. Beaucoup de personnes ont payé les 2,5 millions et ont fini par quitter parce qu'ils ne supportent pas l'apprentissage. Ok. Beaucoup se sont inscrits pour faire le voyage de la fin, alors qu'ils ne savent pas qu'on ne voyage pas à la fin si on n'a pas appris tout ce qu'il faut pendant le cycle. Exactement. Et donc, ils ont fini par abandonner le cycle en plein voyage. Donc, ça fait 2,5 millions et on peut observer comment une personne peut se transformer en 100 jours grâce à l'apprentissage et à un grand voyage. On a déjà fait Dubaï, Abu Dhabi, Singapour, on a fait quel autre pays là? En tout cas, chaque cycle, on essaie de changer de destination et les étudiants partent pour vivre pendant au moins une semaine, 10 jours, tout ce qu'ils ont appris pendant le cycle. Wow. Alors, en parlant de la dédicace de Bamako pour le 27 septembre, Exactement. c'est simple, on a voulu que les conditions ne soient pas compliquées. Il suffit d'acheter un ticket à 15 000 pour un participant, un lecteur, et on va lui offrir le livre le jour de la dédicace. Donc, tout celui qui a un ticket de 15 000 aura un exemplaire de puissance mentale qui sera dédicacé. Exactement. Maintenant, pour les entrepreneurs qui veulent de la visibilité, qui veulent faire du placement de produits, qui veulent parler de leur marque, ils peuvent acheter des tickets business à 30 000 Ok. et ils auront l'autorisation d'amener leur kakemono. Ok. Ils auront un temps de présentation et ce sera utile, je crois. Ouais, c'est très intéressant. Donc, je serai également aussi ce samedi, voilà, avec mon frère Alabibou Amidou, à l'hôtel de l'Amitié à partir de 9h, Oui. voilà, samedi 27 septembre. Donc, faites tout pour ne vraiment pas rater cet événement-là. Donc, merci mon frère Alabibou Amidou. Donc, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. On a beaucoup compris sur le métier d'écrivain et également on a compris ton parcours très inspirant pour beaucoup de jeunes qui veulent aujourd'hui devenir écrivains, qui veulent aujourd'hui devenir entrepreneurs, comprendre que le chemin sera long, ça ne sera pas du tout facile, mais qu'ils peuvent y arriver. Et ce livre-là, La puissance mentale, ainsi que 16 autres livres peuvent les aider à y arriver. Mais pour cela, ils doivent se rendre ce samedi 27 septembre à l'hôtel de l'Amitié à partir de 9h, prendre leur ticket de 15 000 francs ou de 30 000 francs, bénéficier de la dédicace, rencontrer des personnes et des personnalités, parce qu'on ne peut pas aller très loin si on ne grandit pas son réseau. Donc, merci beaucoup à toi pour ce podcast-là, pour ce partage-là, et bien de choses à toi, on reste connecté. Merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent et on se donne rendez-vous pour ce 27 septembre.